Ok, super. Bonjour à tous, merci à Views pour nous inviter encore cette deuxième année consécutive. Alors, ce qu'on a l'habitude chez Péclair, c'est plutôt donner la grande image. Ce que vous allez pouvoir voir de nous aujourd'hui, c'est plutôt les grandes tendances. On ne va pas tellement rentrer dans les questions digital marketing précises et pointues, mais plutôt vous dire qu'est-ce que nous, en tant qu'agence de tendance, on s'observe à remarquer, à détecter en tant que grande évolution du monde et grande évolution sociétale. Donc ça part d'un cahier dont je ne vais pas parler puisque pas de commercial, hein, mais c'est notre cahier de tendance sociétale qui est annuel, avec une vision à peu près à 5 ans, et on a la particularité, peut-être l'intelligence, de mettre en parallèle les tendances sociétales, les innovations et les points stratégiques. Donc ça nous aide à pouvoir montrer que tout ce qu'on raconte en tant que tendance a déjà une application concrète. Donc ce qu'on a fait, on a sélectionné parmi nos 8 grands tendances, macro-tendances de l'année. On en a sélectionné 4 que vous pouvez voir là. Donc la première tourne autour de l'individualisation, des questions de singularité notamment, quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui devient tellement important qu'on est obligé d'en reparler année après année. Des questions qui célèbrent aussi la question de l'économie de l'attention, comment capturer l'attention aujourd'hui, des questions qui ont rapport à la matérialité, notamment un point sur quel est le rôle et la position de la matérialité, du matériel et du réel aujourd'hui, dans un monde où la fusion entre réel et virtuel est absolument permanente. Et une dernière idée, c'est comment vivre avec les machines, et on va parler de ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, les questions d'intelligence artificielle, de data et aussi de robotique. Donc, premier point, qu'est-ce que célébrer sa singularité aujourd'hui? Cette question n'est pas nouvelle. Vous l'avez d'ailleurs dans la pub Axe, la dernière pub Axe, sur cette valorisation aujourd'hui des questions de singularité, de particularisme, d'expression du soi, qui est absolument essentielle pour comprendre les préoccupations des jeunes aujourd'hui. Et ça passe par 3 choses, principalement. De nouveaux rapports au genre aujourd'hui. Il faut complètement redéfinir toutes les définitions du masculin et du féminin, axer ces communications sur des nouvelles formes de communication genrée. Et des choses qui sont très importantes, on a trouvé notamment une étude de G. Walter Thompson il y a 1 mois qui disait que seulement 48% des 13-20 ans aux États-Unis se considéraient comme hétérosexuels. C'est-à-dire que la question, la définition par rapport au genre n'est absolument pas une priorité pour les jeunes Américains aujourd'hui. L'exemple type, c'est Jaden Smith pour Louis Vuitton, qui se présente en robe, qui se maquille, qui se fait les ongles, et qui dit que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'expression de ma singularité, de mes particularismes, au-delà d'une appartenance au genre. Deuxième idée, c'est toutes les notions d'addiction de soi, de production de contenu de soi, de marketing de soi, aujourd'hui, qui sont des questions fondamentales pour les plus jeunes, notamment autour du self-editing, ne montrer de soi que le meilleur en permanence, qui crée une véritable dépendance au regard de l'autre, à l'empathie de l'autre, à la sympathie de l'autre, à la vision et au jugement de l'autre. Et ça produit 2 choses. Première idée, c'est la fuite. On quitte les réseaux sociaux, comme cette jeune blogueuse australienne dont vous avez entendu parler, qui a quitté du jour au lendemain sa position de blogueuse leader sur Instagram pour éliminer toute présence sur Internet, c'est-à-dire j'en reviens à une authenticité, une vérité de moi. Et deuxième chose, deuxième tension autour de cette notion de narration de soi, c'est au contraire l'idée de narration identitaire, ce qu'on appelle en sociologie l'enromancement de soi, où les gens finissent par plus croire à l'histoire qu'ils racontent d'eux que la vérité. Et donc l'attachement au réel est complètement détaché. Là, c'est l'exemple de la militante aux États-Unis des droits civiques, Rachel Dolezal, qui explique: moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le rapport à la réalité, c'est ce que j'ai cru toute ma vie, c'est d'être noire et de militer pour les noirs alors qu'elle est blanche. Deuxième idée, capturer l'attention, et notamment quels sont les nouveaux formats narratifs aujourd'hui qui nous permettent de capturer l'attention de consommateurs de plus en plus dissipés,
de plus en plus aussi en manque de mémoire active, en fait, où il faut aller assez vite sur des formats très très courts, avec des leviers, notamment des leviers empathiques, qui sont de plus en plus importants. Vous avez notamment ce qu'on appelle aujourd'hui un véritable phénomène qui est le binge-watching aux États-Unis, étude du cabinet Deloitte la fin de l'année dernière, qui explique qu'en 5 ans, le binge-watching et le binge-viewing est devenu un phénomène de masse aux États-Unis. 70% des consommateurs s'y adonnent avec un marathon de 5 épisodes chacun. C'est la véritable nouvelle façon de consommer du contenu audiovisuel, et la série, là, s'impose comme un format majeur de narration récréative, avec des formats hyper courts, hyper accessibles, fondés sur des leviers empathiques, où il est encore plus judicieux d'ailleurs en général de faire mourir celui pour qui on a de l'empathie, voire Game of Thrones en ce moment, c'est un véritable massacre, et on a envie d'y retourner. La notion du quantified us aussi est essentielle, cette idée d'utiliser dans la quantification de soi le ressort et le levier des autres, notamment, comme vous l'avez dans cette campagne de Under Armour, utiliser le quantified us, c'est-à-dire créer des véritables groupements d'amis pour calculer des performances et s'évaluer en fonction des autres, et utiliser la mobilisation et l'émulation des autres pour faire des exercices sportifs, par exemple, dans le cas présent. Et dernière idée, c'est vivre le contenu, faire du story experiencing au lieu du storytelling, avec toute cette notion de virtualité immersive, notamment avec des collectifs artistiques comme Tiblab au Japon, ou des films qui présentent un peu ce fantasme de la virtualité augmentée, avec le film qui est d'ailleurs pas terrible, Creative Control. Autre idée essentielle, celle de réenchanter la matière. Il est vraiment important aujourd'hui de voir que chez les consommateurs qui sont tout le temps entre ces deux dimensions du virtuel et du réel, de voir leur aspiration à un retour au goûter, au sentir, à la texture, pouvoir appréhender la densité du monde. Et ça, vous l'avez notamment dans cette exposition, vous l'aviez dans cette exposition en Belgique, qui représentait les arts graphiques et le rapport au graphisme, mais uniquement à nouveau sur des supports papier, avec des textures, des effets et des rapports entre le graphisme et l'importance du papier aujourd'hui. Alors ça, vous l'avez, ce rapport à la matière accrue et augmentée, vous l'avez dans la philosophie. Alors je ne vais pas vous faire un cours de philosophie en l'espace d'une minute, mais notamment en Italie et en Allemagne, vous avez un nouveau mouvement philosophique qui s'appelle le néoréalisme et qui considère que la réalité doit être dégagée de notre subjectivité. La réalité existe en dehors de nous, et le rapport au réel est extrêmement important, il devrait suffire à nous rendre heureux, il se suffit en soi. Les faits sont des faits, et il faut se contenter de ça. Vous avez notamment aussi, en termes de nouveaux développements, de nouveaux dispositifs, des tas de dispositifs qui mettent, en exergue de nouvelles façons de percevoir une réalité virtuelle. Là, notamment, c'est un projet qui a été développé par Ultra Haptics en Grande-Bretagne, qui procède par ultrasons pour ressentir des effets de matière par ces ultrasons. Vous avez des dispositifs olfactifs aussi en ce moment, et donc le tactile, l'olfactif et le goût sont des choses qui peuvent maintenant être virtualisées d'une certaine façon et revenir à une forme de réalité. On peut toucher les produits, on peut sentir les matières. Et dernier point, aussi, ça se passe dans l'artisanat et l'art contemporain, avec ce livre notamment Post-Digital Artisan, où on présente une nouvelle génération d'artistes qui utilisent la technologie tout en préconisant un retour au toucher, au tactile, avec des œuvres tangibles, créatrices de nouvelles expériences, plus profondes, mutables et immuables. Vous avez notamment des chercheurs aux Pays-Bas qui réinventent le manuel dans l'impression 3D pour recréer de l'accident et des choses plus tangibles, plus approximatives. Dernier point, en une minute, cette idée de vivre avec la machine pose plusieurs problématiques.
l'idée de l'intelligence artificielle. Ce qui était très intéressant dans le film que vous avez là, Ex Machina, c'était ce rapport au test de Turing, où en fait un étudiant s'est passé le test de Turing, mais cette fois-ci pas en aveugle, alors que le test de Turing se passe en aveugle. Là, il était tout à fait conscient que la personne ou la machine qu'il avait en face était véritablement une machine, et pourtant, il se laissait berner par le côté émotionnel et hyper intelligent de cette femme robot. L'idée, là, ça pose un peu le fantasme de toute l'intelligence artificielle qui sert à la fois maintenant et qui est explorée, notamment dans le food, dans la beauté, de façon hyper intelligente et hyper émotionnelle. C'est aussi le fantasme chez les consommateurs de dire ça reste quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et donc il est important de remettre un petit peu d'émotion, un peu d'humain dans toutes ces technologies-là. Même idée sur les notions notamment de trans-individuation entre l'homme et la machine, notamment avec toute la robotique qui est développée en France et au Japon aujourd'hui, sur comment apprendre de la machine et que la machine aussi apprenne de l'homme, dans un processus de co-individuation et de nouvelle intimité, notamment sur des leviers émotionnels. Et dernière idée, c'est l'idée d'humaniser la data. Derrière la data, il y a aussi beaucoup d'intelligence humaine, de créativité humaine pour concevoir les algorithmes, pour concevoir des choses qui sont beaucoup plus émotionnelles, avec une idée, en fait, comme vous l'avez dans cette image un peu symbolique de nouvelles chorégraphies entre danseurs et murs de data qui co-réagissent, qui interagissent ensemble. C'est cette idée de pousser la désirabilité de la data, d'essayer d'améliorer le moment parfait qu'attendent les consommateurs, d'interagir, de customiser, mais aussi de toucher par une certaine sentimentalité de la data ou une certaine magie de la data. Vous avez notamment, dans le rapport qu'on avait autour des innovations, un fabricant de glace aux États-Unis qui s'appelle Talenti, qui a lancé toute une gamme de glaces où on allait chercher, en fonction de l'inscription des consommateurs sur les réseaux sociaux et sur le site du fabricant de glace, les préférences inconscientes du consommateur pour pouvoir lui proposer des parfums de glace qui pouvaient lui correspondre inconsciemment. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie. Et si vous êtes intéressé par nos recherches, notre approche, vous pouvez toujours nous joindre, Péclers Paris. On est sur Paris. Merci.